Bonjour à tous. Alors, désolé pour le petit retard. La conf d'avant s'est terminée un peu tard. Il fallait juste nous laisser le temps de nous installer. Donc, je me présente, je m'appelle Nelson. Je suis le CEO de Cœur des Villes. Au Cœur des Villes, on a un groupe de médias qui fait pas mal de trucs dans la restauration. Moi, c'est ma 5e conf animée sur Food Hotel Tech et sur un sujet qui est à la fois un sujet d'ordre général et à la fois un sujet qu'on peut rattacher à l'univers des CHR et à l'univers de l'hôtellerie. Donc on va essayer de balayer un peu l'ensemble des problématiques autour des JO. Et pour commencer, si je ne me plante pas, toc, je vais juste laisser chacun des intervenants se présenter. On fait super vite en quelques secondes si ça vous va. Merci. Antoine. Bonjour à tous, Antoine Chorin, société OTA Insight. On accompagne les hôtels partout dans le monde et bien sûr en France dans leur revenu management, dans leur optimisation tarifaire. Beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà. On est là aujourd'hui pour les JO. On va voir un petit peu comment vous, hôteliers, vous pouvez mettre en place vos tarifs à l'approche de cet événement. C'est une première pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de voir ensemble un peu en détail qu'est-ce qui est fait, pas fait et reste à faire encore à l'approche de cet événement. Stéphanie. Allez, Bonjour à tous, donc Stéphanie Dartevel, je travaille au sein du groupe Accor, une petite société d'hôtels. Et donc pour aujourd'hui, au-delà du titre, je suis en charge du partenariat Paris 2024 pour le groupe. Donc c'est la raison de ma présence aujourd'hui devant vous. Bonjour à tous, Grégoire Benoît, je suis un des 3 cofondateurs d'Edgar Suite. Edgar Suite, c'est une nouvelle génération d'appart-hôtels dans l'idée de dépoussiérer les modèles existants pour avoir des appartements plus confortables et pour que nos voyageurs, qui sont notamment des familles, des groupes et des collègues, puissent se sentir comme à la maison. Donc aujourd'hui, avec ma casquette, on va dire, d'hôtelier, l'idée, ça va être de parler un petit peu de nous, notre stratégie, ou ce qu'on a pu imaginer, et puis pour accueillir ce magnifique événement qui est les JO de Paris en 2024. Bonjour à tous, Jonathan Soisson, je suis de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. La CCI Paris-Île-de-France, c'est le représentant des 800 000 entreprises d'Île-de-France, CHR compris, et on vous accompagne sur tout un tas de sujets, mais je vous laisserai vous promener sur le stand de B29 pour en savoir plus. Et pour ce qui me concerne, je suis en charge des projets Grand Paris et Jeux Olympiques et Paris 2024 à la CCI. Voilà. Alors, je pense que vous avez vu un peu, vous avez suivi un peu l'actualité. Voilà, on est maintenant à moins de 500 jours de l'ouverture des JO. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de nombreuses interrogations qui subsistent pour accueillir les 15 millions de visiteurs estimés. Alors, je pense que certains ont dû voir les gens se moquant de notre président en disant qu'on allait nager dans la Seine il y a 2 jours et qui faisait un gros thread Twitter. Mais il y a des sujets majeurs qui remontent dans les médias ces derniers jours autour d'interrogations sur les JO. Il y a des sujets sur les infrastructures, notamment sur tout ce qui sera fait en Seine, enfin, qui est en cours en Seine-Saint-Denis, l'Arena. Ils disent que ce sera livré en retard, qu'il y a des problématiques sur différents chantiers. Sur les transports, alors en plus dans le contexte de grève en ce moment, je pense que ça en rajoute un peu, mais il y a cette question sur la réussite de développement des infrastructures de transport pour pouvoir accueillir le surplus de flux des 15 millions de visiteurs attendus. Il y a une enquête parlementaire qui juge inquiétante la situation. Enfin bref, il y a des interrogations sur le sujet. Il y a la sécurité également. Alors, il faut mettre ça, il y avait déjà eu un premier volet, il faut mettre ça en perspective par rapport à la finale de la dernière Ligue des Champions, où il y avait eu des problèmes au Stade de France. Et là se posent des questions également sur la sécurisation de la cérémonie d'ouverture, parce que le dispositif imaginé étant tellement inhabituel, voilà, il y a de la même façon des gens et des médias qui se posent de nombreuses questions sur la capacité à accueillir 500 ou 600 000 personnes sur les berges de Seine.
Il y a des questions sur l'impact environnemental aussi, l'impact environnemental au sens notamment construction et organisation de des constructions écologiques en Seine-Saint-Denis. Il y a des collectifs d'habitants qui dénoncent la réorganisation de l'espace urbain, les expulsions, la pollution liée à la construction. Il y a des problématiques, on va dire, un peu plus terre à terre sur la climatisation. Enfin bref, il y a des sujets autour de l'impact environnemental. Récemment, la dernière, là, c'était sur l'accès aux épreuves avec les problématiques liées à la billetterie qui fait grincer des dents, comme dit l'équipe, parce que les places seraient trop chères ou que les packs seraient mal faits ou je sais pas quoi d'autre. Et bien évidemment, la bonne vieille tarte à la crème de comme d'habitude. Les problématiques sur le budget, ça va coûter plus cher, qui va payer? Est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce que c'est pas maîtrisé? Est-ce qu'on sait vraiment? Est-ce qu'on sait pas vraiment? Enfin bref. Donc voilà, il y a pas mal de bruit négatif autour de l'organisation des JO en ce moment, alors qu'on peut considérer qu'on est quand même encore à 500 jours et qu'il y a beaucoup de choses qui sont avancées. Et l'idée, c'était qu'on commence cette conférence en soulevant ces points d'interrogation. Et du coup, avant qu'on parle hôtellerie et hébergement, je voudrais donner la parole à Jonathan sur le point de vue justement de la CCI qui est impliquée dans l'organisation générale des JO sur tous ces différents points et avoir ton avis général sur là où est-ce qu'on en est réellement au-delà de ce bruit négatif dans les médias. Oui, alors je sors jamais sans mes notes, pardon. Déjà, Nelson parle d'un bruit négatif dans les médias. Oui, évidemment, ça fait vendre moins de papier quand on dit que tout va bien. Voilà. Donc, il faudrait peut-être raison garder. Et je vous propose de rebalayer un peu tous les éléments qu'on a vus en non pas remettant l'église au milieu du village, mais en remettant les cages de but et la piste d'athlétisme au milieu du stade. Question budget. On va commencer par un des points les plus saillants. Question budget. On est quand même sur un investissement de 4,4 milliards, 4,38 précisément. Sur ces 4,38 milliards, il y a précisément, j'ai le chiffre sous les yeux, des contributions publiques à hauteur de 171 millions d'euros. Donc on est sur 4% du budget. 96% du budget est financé par du privé. Donc, quand j'entends sur RMC, d'après le sondage qui est sorti sur RMC hier, 85% de la population française qui se dit « les jeux vont nous coûter à nous, contribuables, une fortune », la réponse est non. La réponse est non. L'intégralité des financeurs, je vais faire assez simple, il y a un gros tiers qui vient des sponsors mondiaux et du Comité international olympique, un autre gros tiers qui vient des partenaires nationaux, et pour le coup, Accor en fait partie, donc je laisserai probablement Stéphanie intervenir là-dessus, et un autre gros tiers sur un autre sujet polémique qui vient de la billetterie et des hospitalités. Donc rassurez-vous, ça ne va pas vous coûter grand-chose. En revanche, l'effet d'entraînement sur l'économie et l'intégralité des marchés qui sont attribués, c'est bien au bénéfice, des entreprises qui participent à la construction des ouvrages olympiques et qui participent à l'organisation des compétitions, et probablement par rapport à la cible de ce salon, on est bien sur des touristes qui vont venir dépenser dans les hôtels et les restaurants à minima franciliens, pour ne pas dire français. Donc l'effet d'entraînement, il est quand même considérable. On parlait de la billetterie. Alors oui, effectivement, alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu plus de billets que vous, tout va bien ou tout va mal. C'était la première phase de mise en vente. Il y en a une deuxième qui ouvre dès aujourd'hui jusqu'au 20 avril, à nouveau sur tirage au sort. Et puis il y en aura une troisième en fin d'année. Au total, c'est quand même 10 millions de billets, 8 millions pour être précis qui seront ouverts au grand public. Et il y en a 3,25 millions qui ont été vendus là dans cette première phase. Sur l'aspect tarifaire, on a quand même 400 000 billets à 24 € qui ont été vendus, c'est-à-dire 12,5% de tout ce qui a été vendu jusque-là.
ceux qui créent la polémique, les billets à 690 euros, on parle même de 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture, ça représente 4,5% des billets. Je veux bien qu'on mette l'accent sur 4,5% d'un volume, mais c'est oublier les 96 qui restent. On se pose moins de questions, ça pose moins de problèmes quand les tarifs des concerts de Beyoncé sont les mêmes ou quand la volumétrie de billets, quand le volume de billets disponibles, un festival interceltique de Lorient, c'est 800 000 billets disponibles et pas plus. Là, on est sur 3,25, il en reste encore 5 millions sous le pied. Tout va bien se passer, vous aurez l'occasion d'aller voir les jeux. On parlait infrastructure. Donc là, on est sur un projet qui déjà disposait des infrastructures disponibles à hauteur de 95%. Donc on construit 5% de ce qui reste. C'est un travail qui est piloté par la Solideo, la société de livraison des équipements et ouvrages olympiques. Ils font un travail titanesque, ils construisent en 5 ans, ce qui nécessite habituellement en temps normal 15 ans. C'est plus de 1500 PME qui bénéficient de 538 millions d'euros de marché. C'est 1,5 million d'heures d'insertion, c'est 2222 précisément, et j'arrive même à le dire sans lire mes notes, donc tout va bien. 2222 emplois qui ont été créés pour construire ces choses-là. Globalement, on peut vous dire que tout sera dans les temps. Le village olympique, si vous prenez la 86 du côté du Stade de France, vous voyez ce champ de grue permanent un peu partout. Le village olympique sera livré dans les temps. Il y a même des premières installations qui devraient intervenir d'ici la fin de l'année. On est à 92% des ouvrages de ce village qui sont livrés ou en cours de livraison. On a la piscine olympique qui est l'autre équipement phare en phase de construction qui prend forme face au Stade de France qui, elle, sera livrée en septembre, la mise en eau prévue en septembre. Alors oui, il y a un peu de retard sur l'aréna dont on parlait, donc l'aréna Porte de la Chapelle. Elle est un peu en retard, mais comme toute construction, a fortiori dans une période de guerre en Ukraine, ils ont eu un petit décalage de 4 mois. 4 mois, c'est pas grand-chose, sur la charpente métallique. Mais on est certain que ce sera livré avant le début des compétitions. La plupart des autres équipements sont soit en cours de livraison, soit le seront d'ici la fin de l'année. 90-12% des équipements livrés au début de l'année prochaine. Certains seront même livrés suffisamment tôt pour voir des compétitions test, ce qu'ils appellent les test events, pour vérifier que tout fonctionne. C'est notamment le cas de la colline d'Elancourt pour les compètes de BMX, où en août-septembre, il devrait y avoir les premières épreuves test. Qu'est-ce qui nous manque comme sujet croustillant? Les transports et la sécurité, évidemment. Les transports, tout le monde en parle. On est déjà en train de... quand je dis on, pardon, la RATP, la SNCF et Île-de-France Mobilité, on prévoit déjà les recrutements pour pouvoir livrer les jeux en termes de transport. Dans l'outil... Dans le dossier de candidature de Paris 2024, on avait aussi prévu que la plupart des sites seraient accessibles à pied. Donc oui, c'est des compétitions sportives. On va vous inviter à vous déplacer à pied pour libérer un peu de place dans les transports en commun. Pour ceux qui seront restés et qui ne seront pas partis en vacances pour louer leur logement aux touristes étrangers, bien sûr, et qui n'auront pas eu de billets. Et ça fait le lien avec l'impact environnemental. C'est une volonté de dire il faudra se déplacer à pied, il faudra se déplacer en vélo. C'est 60 km de pistes cyclables qui seront accessibles, construites, ou plutôt aménagées à destination de ces Jeux. Donc, premièrement à pied pour Paris Intramuros, ensuite en vélo pour... ce qui est de Paris Intramuros et les sites proches des Hauts-de-Seine ou de Seine-Saint-Denis.
Et à défaut, les transports. Les transports, la SNCF est en train de recruter 900 personnes, la RATP 6600 pour conduire les métros, pour conduire les bus. Ça fait partie de l'ambition environnementale de se dire non, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne se passeront pas avec des voitures. C'est une volonté affirmée et assumée. On a tous les ans la cérémonie du Nouvel An. Ce n'est pas vraiment une cérémonie, mais en tout cas, sur les Champs-Élysées, on accueille 500 000 personnes pour fêter le passage à la nouvelle année. 500 000 personnes, c'est la jauge moyenne de chaque jour de compétition qui sera déployée sur l'Île-de-France. Donc si on est capable de le faire sur les Champs-Élysées une soirée par an, on est capable de le faire sur une série de 15 jours pendant les Jeux. Sur l'ambition environnementale, pour parler un petit peu d'autre chose, sur l'ambition environnementale, nous, à la Chambre de commerce, on a détaillé un petit peu ce qui se passe en matière de pratiques d'achat et notamment la stratégie responsable des achats de Paris 2024. C'est 2,5 milliards d'achats concentrés sur cet organisme-là. Les conditions pour répondre au marché de Paris 2024 sont extrêmement drastiques en matière d'environnement. Réemploi, recyclage, capacité à proposer des solutions qui n'impactent pas l'environnement, bilan carbone permanent, et tout cela, ce sont à la fois des critères pour répondre au marché et donc être sélectionnés, et également des critères qui seront monitorés par la suite, parce que Paris 2024 va livrer un bilan carbone global de l'organisation de ces Jeux. Il me manque un dernier point, sans vouloir monopoliser la parole sur toute la séance, la sécurité. Alors oui, la sécurité, ça peut faire peur. Oui, il y a eu Liverpool-Madrid qui s'est mal passé, mais c'est aussi une façon pour Paris de prendre conscience de ses potentielles faiblesses. Actuellement, on a à peu près toutes les préfectures d'Île-de-France qui sont sur le pont sur ce sujet. On a la préfecture de police, la préfecture de région, les services du ministère de l'Intérieur, le service du ministère des Armées, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui travaillent sur ces sujets. Alors autant sur les jours de compétition, on est à peu près très clair sur comment ça va se dérouler, quels sont les besoins. Les marchés pour les prestations de sécurité privée ont déjà été passés pour moitié sur l'été dernier et pour moitié sur ce début d'année. C'est 115 entreprises qui vont assurer la sécurité privée des sites de compétition. Il y en a quand même 80. Donc pour cela, tout est clair. Le seul delta qui nous reste à régler, c'est pourvoir la main-d'œuvre au sein de ces 115 entreprises. Et pour ça, c'est mobilisation générale à tous les étages. Quand je dis mobilisation générale à tous les étages, c'est que Pôle emploi, les services de la Chambre, toutes les structures d'accompagnement à l'emploi sont en train de travailler sur la mise en relation entre les besoins de main-d'œuvre et les demandeurs d'emploi. On imagine même aller chercher des étudiants et on se pose la question d'aller chercher des personnels étrangers, francophones, puisque c'est une obligation, mais pour tout un tas de raison, ça va être compliqué. C'est 20 000 emplois qu'il faut pourvoir et c'est un objectif qu'on se fixe sur les 500 jours qui restent. Et pour le reste, sécurité sur les voies publiques, organisée par les services du ministère de l'Intérieur ou ministère des Armées. On a 30 à 40 000 militaires policiers qui seront sur le terrain. Donc, sur tous ces sujets, et il y a encore une bonne trentaine de sujets qu'on n'a pas évoqués, mais qui sont tout aussi polémiques. Je renvoie au choix de la mascotte, je renvoie au look des Jeux, je renvoie au slogan, je renvoie à plein de choses. Tout est discutable. De la même manière que tout a été discuté en 98, pour ceux qui ont connu cette période. En 98, on accueillait la première Coupe du Monde de tous les temps en France. On sortait des grèves de 95. C'était à peu près comme aujourd'hui, il n'y avait pas de transport, il y avait des poubelles sur les trottoirs. Et en 98, tout le monde pensait que ça ne marcherait pas et ça s'est très bien passé. Donc on n'a qu'à penser que ce sera la même chose l'année prochaine et ça ira très bien. Merci Jonathan pour cette grande introduction. Mais voilà, c'était important de refaire un petit point sur le cadre général avant qu'on parle hôtellerie plus précisément. Alors justement sur l'hébergement, s'il y a bien un sujet qui ne paraît pas polémique,
en tout cas de la part des personnes qui prennent la parole au nom des Jeux Olympiques, c'est bien l'hébergement. J'ai mis une citation d'Anne Hidalgo, voilà, c'est l'offre de chambres d'hôtel est bien dimensionnée. À Paris, on est la plus grande ville touristique du monde ou une des plus grandes villes touristiques du monde suivant les années. On a l'habitude d'accueillir des gens. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Néanmoins, si on rentre dans le pratico-pratique et avant de donner la parole à Stéphanie et à Grégoire, il peut quand même se poser plein de questions sur c'est quoi le pricing, c'est quoi ma politique d'annulation, quand est-ce que j'ouvre, si j'ouvre combien, est-ce que je garde de la place, enfin bref, il y a plein de questions pratiques aujourd'hui quand on est hôtelier sur la préparation de ces jeux. Et je voudrais d'abord donner la parole à Antoine sur ce sujet-là. Merci. Oui, et puis pour revenir sur notre chère mère et le nombre de disponibilités, on parle d'hôtels, mais il faut aussi mentionner l'ensemble du parc Airbnb qui est maintenant colossal, où on en parlait tout à l'heure avec Grégoire, à peu près autour de 20 000 annonces qui sont référencées auprès de la mairie de Paris, et sans doute encore plus qui vont venir plus on s'approche des JO. Ces 20 000 annonces officielles, sur Airbnb, on dénombre jusqu'à près de 60 000 annonces sur Paris, Grand Paris, qui sont disponibles. Donc c'est vraiment un parc hôtelier qui est colossal et qui est similaire à des grandes villes telles que Las Vegas ou même le Grand Londres ou New York, qui vont offrir ce type d'hébergement également. Donc à ce niveau-là, effectivement, c'est pas un souci et je serais d'accord avec elle. On a de quoi faire, on sait faire, on a l'habitude d'accueillir du monde ici à Paris. Ensuite, c'est à quel prix, pour combien, quel client, pourquoi est-ce qu'il va venir chez moi et pas chez mon concurrent. Aujourd'hui, je pense que pour beaucoup d'entre vous hôteliers, la majorité normalement de vos allotements, de vos chambres ont été plus ou moins réservés. En tout cas, je vous encourage à ce que ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, il y a énormément de personnes qui cherchent à venir, que ce soit des sponsors, des fédérations, des groupes sportifs, des familles, bien évidemment tous les journalistes du monde entier qui vont réserver des dizaines et des dizaines de chambres. C'est tous ces groupes-là, toute cette masse en fait de personnes qui vont venir à Paris qui sont importants à viser et à sécuriser en fait dès maintenant. Et ensuite, c'est voir votre 30%, 20% d'allotement qui vous reste à vendre. C'est là-dessus en fait qu'on va regarder vraiment dans le détail sur votre stratégie tarifaire, votre politique que vous allez mettre en place. À combien est-ce que vous allez vendre vos chambres? J'allais dire au commun des mortels qui va vouloir venir assister au JO, qui est en train de prendre ses places et qui va prendre ses places par la suite. C'est eux qu'il va falloir cibler et à combien je vais vendre ma chambre. Aujourd'hui, est-ce que je mets en place mes tarifs dès aujourd'hui? Ça me paraît encore un petit peu tôt. Pour l'instant, il faut quand même réserver ces allotements pour tous ces différents groupes que j'évoquais. Donc, à quelle date je vais commencer à ouvrir? Est-ce que je vais mettre des minimum stay de 3, 4, 5 nuits, une semaine même, sur certaines de mes chambres pour être sûr de bien pouvoir les vendre et de ne pas dispatcher en une nuit, 2 nuits à chaque fois. C'est également s'intéresser à chaque fois sur est-ce que c'est du non annulable, non remboursable? Est-ce que j'ai envie d'offrir un upgrade pour telle ou telle personne, telle ou telle nationalité, parce que je sais que X raison, ils vont apporter plus de monde, etc. C'est toute cette partie-là tarifaire de votre 20% d'allotement qui vous reste à vendre, sur laquelle on va pouvoir travailler et à laquelle il faut penser en fait aujourd'hui. On a encore du temps, il est encore 500 jours avant les JO. Nous, chez OTA Insight, on a pour habitude de regarder en amont jusqu'à 365 jours avant. Donc c'est là bientôt, à partir de juin, juillet, qu'on va commencer vraiment à regarder dans le détail le niveau de la demande, qui est-ce qui cherche à venir, et ensuite quelles sont les disponibilités, quels sont les hôtels qui ont commencé à vendre et quelles sont leurs stratégies qui sont mises en place. Stéphanie, justement, comme vous l'avez dit, quand on est un modeste hôtelier et qu'on a en plus la chance d'être partenaire officiel des JO, vous en êtes où de votre côté sur quel est le niveau de dispositif spécifique que vous avez mis en place, quel est le niveau d'ouverture, les taux de réservation, enfin en gros comment ça se passe quand on est, je pense, le premier parc à Paris et qu'on est au cœur de l'organisation sur l'offre 500 jours avant, on est où? On est bien. Donc je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jonathan parce que je pense que
Paris 2024, c'est quand même juste un événement exceptionnel. Il faut qu'on en ait tous conscience. C'est un événement qui a lieu, la dernière fois, c'était il y a 100 ans. Nous n'étions pas nés, c'était en 1924. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est vraiment un événement qu'on aura la chance de pouvoir vivre. En tant qu'hôtelier, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous anime, qui vraiment nous pousse à nous dépasser, à pouvoir accueillir le monde, parce qu'il faut vraiment avoir conscience que nous accueillerons le monde pendant ces Jeux. Et je tiens à insister que ce n'est pas qu'à Paris, ça sera en France et aussi en Europe, parce que ça sera l'occasion pour des milliers, voire des millions de personnes de pouvoir voyager dans notre merveilleux pays et nos pays limitrophes. Ensuite, aujourd'hui, où nous en sommes, nous, concrètement, la majorité de notre allotement a été aujourd'hui gérée par Paris 2024, puisque toute notre offre B2B aujourd'hui est opérée par Paris 2024. Donc, c'est en train de se remplir. Il y a effectivement différentes populations qui sont les fédérations, les clients B2B des autres partenaires, puisque mine de rien, ça va être l'occasion pour les partenaires aussi de faire venir leurs meilleurs clients. Donc c'est un moyen de pouvoir faire connaître notre région. Et puis, autre chose que vous ne savez peut-être pas, mais Accor va opérer le village des médias et des athlètes pendant les Jeux. Donc je confirme aussi que la Solidéo travaille d'arrache-pied pour livrer ces éléments en temps et en heure. Et effectivement, c'est là aussi quelque chose de fantastique, parce que c'est quelque chose qu'on ne vivra qu'une seule fois. Donc là aussi, je pense qu'il faut juste se dire, il faut tous tirer, on doit tous tirer dans le même sens pour réussir, parce que c'est important que cet événement rayonne, et c'est la France qui rayonnera par rapport à ces Jeux dans le monde entier. On doit être prêt à accueillir le monde. Donc, je confirme que nous allons opérer le village des médias et des athlètes qui est en cours de construction. Donc, pour nous, c'est aussi un vrai challenge, parce que nous n'opérons pas des chambres comme d'habitude, mais des chambres dans des appartements. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de regarder, par exemple, est-ce que la taille de nos chariots à linge passe par les ascenseurs qui seront demain utilisés par des personnes qui achèteront ces appartements ultérieurement après les Jeux. Donc voilà, on a des petits challenges techniques comme ça qui sont sympas. En tout cas, pour le groupe Accor et pour tous les partenaires, ce genre d'événement est hyper important, dans le sens où ce sont des accélérateurs pour nous. Je tiens à préciser que ce sont les Jeux Olympiques, mais il y a une dimension qui est hyper importante, qui sont les Jeux paralympiques, puisque aujourd'hui, Paris 2024 a mis au même niveau les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ça veut dire qu'en termes d'accessibilité, nous devons tous collectivement faire un effort. Et au sein du groupe, c'est un élément que nous travaillons fortement pour pouvoir accueillir toute personne avec un handicap, puisque c'est important. Vous aurez remarqué que le logo Paris 2024 est le même entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, à part ce petit agitos qui diffère. Mais en tout cas, c'est un élément important. Et là aussi, sur toute la partie CSR, l'empreinte carbone que Paris 2024 va laisser sur ces Jeux, là aussi, tous les partenaires, nous travaillons pour accélérer cette dimension-là au sein de nos entreprises. Réduction du plastique à usage unique dans nos hôtels, ça c'est un objectif que le groupe a déjà en majorité atteint sur cette année 2022 et 2023. Donc voilà, c'est des gros challenges, mais qui sont hyper intéressants à relever en tant que partenaire. Et Grégoire, du coup, de ton côté, quand on est indépendant et nouvelle génération, en tout cas dans les offres d'hôtellerie, les JO, ça vous inspire quoi? Vous travaillez dessus? Il y a un truc spécifique Les JO, déjà, c'est un rêve. C'est un rêve en tant que Français, en tant que Parisien. Moi, je me souviens de juillet 2005, l'attribution des JO de 2012 qui a été pour Londres et pas pour Paris, alors que Paris, dans les médias, on était archi favoris, on devait les avoir, c'était bon, c'était pour nous cette fois. Et on ne les a pas eus, c'était un peu un traumatisme. Et donc quand on les a enfin eus, pour 2024, c'est déjà un rêve. Mais là, je parle juste en tant que fan de sport et parisien.
notre chance, et en tout cas ma chance, ça a été de devenir hôtelier entre-temps. Donc de pouvoir, à ma maigre échelle, à ma maigre contribution, pouvoir accueillir une partie des voyageurs, une partie de l'organisation, une partie des staffs, des fédérations dont on a parlé. C'est hyper rassurant de voir à quel point tout est prévu. En tout cas, on fait tout d'un point de vue organisation pour que ça soit prêt et pour qu'on ne réédite pas ce qui s'est passé notamment au Stade de France l'an dernier, qui était vraiment une catastrophe. Et quand on voit aujourd'hui les images de la cérémonie d'ouverture, quand on voit que l'équitation sera à Versailles, l'escrime au Grand Palais, le tennis à Roland-Garros, le beach volley qui va être au Champ de Mars, quand on voit ces images-là, c'est hallucinant et c'est un rêve. Je pense que ce qui est hyper important, et je rejoins tout à fait ce que dit Stéphanie, on va vivre un rêve et donc hyper important d'être hôtelier, effectivement, c'est d'être un peu au centre de ce dispositif-là. On a fait une étude, nous, début 2022, en se disant qu'est-ce que ça va être en 2024 et quelle stratégie il faut adopter. Donc on a regardé les JO de Londres en 2012. L'offre hôtelière, elle est plus ou moins comparable. On est sur des villes plus ou moins à même échelle. Et on s'est dit, assez rapidement, on voit que le revpar hôtelier, pendant la période des JO, donc pendant 2 semaines et demie, il a quasiment été multiplié par 2, notamment poussé par un prix moyen qui a été multiplié par un peu plus que par 2. Donc, a priori, les JO de Londres, c'est un immense succès. Et on se dit, à Paris, ça sera le même succès. Sauf que quand on regarde le revpar hôtelier, en 2012 à Londres versus 2011, il est stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet JO en 2012. Tu me diras si dans les données que tu as, mais en tout cas, dans les recherches qu'on a pu faire, les mémoires qu'on a lues, les interviews qu'on a menées auprès des hôteliers et auprès des sites qui ont des données hôtelières internationales, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'effet JO en 2012. Pourquoi ? Parce que avant les JO, les infrastructures sont en construction, il y a des travaux, il y a des fermetures de routes, il y a des éléments emblématiques des villes qui sont fermés. Je ne sais pas si vous avez vu passer le plan de circulation à partir du 1er juillet 2024, mais ça file un peu les chocottes. Et donc, ça donne assez moyennement envie aux voyageurs étrangers, aux pros, bref, à tous ceux qui viennent naturellement à Paris, de revenir nous voir en 2024. Donc, il va y avoir un effet un peu compliqué avant, un peu compliqué après, en termes de circulation et de transport. L'autre bémol, c'est que août à Paris, c'est désert. Et donc, là, les voyageurs qui ne sont pas intéressés par les JO, ils vont pas venir. Donc globalement, à part les visiteurs qui viendront pour les JO, on n'aura pas grand monde à Paris. Donc il faut être assez vigilant là-dessus. Et là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur Airbnb, Airbnb en 2012 à Londres, c'est un pouillème de l'offre d'hébergement. Aujourd'hui, en 2020, enfin en tout cas en 2024, Airbnb, on discutait avec eux la semaine dernière, ils s'attendent à ce qu'il y ait 3 fois plus d'annonces. Puisque quand on parle à des gens, alors juste un tout petit sondage, qui va rester à Paris pour les JO parmi vous ? Il y en a quand même pas mal. Un petit peu, oui, un petit peu. Non mais il faut, hein, tous ceux qu'on a interrogés... Non mais blague à part, je te rends la parole tout de suite, mais blague à part, hein, nous aussi on est allé interroger des hôteliers et des clients anglais pendant les Jeux à Londres. Tous ceux qui sont restés, ou je vais le dire autrement, tous ceux qui sont partis ou qui ont quitté Londres pendant les Jeux l'ont regretté parce que c'est une ferveur qui est juste énorme. Donc sincèrement, je vous encourage à rester à Paris pendant les Jeux. Voilà, il y a des chances que les gens qui restent ici travailleront pendant les Jeux aussi. Peut-être. Il y a peut-être de ça. Et j'ai une autre question. Qui compte quitter Paris, mettre son appartement sur Airbnb ? Levez le doigt. Ok. Très bien, merci. Donc, 3 fois plus d'annonces potentiellement. Et il faudra quand même faire un petit peu attention à ça. Donc ce qu'on voit nous aujourd'hui en tant qu'hôtelier, c'est qu'on a déjà des très belles demandes des fédérations, du comité d'organisation. Nous, chez Edgar Suite, on a déjà loué quasiment 50% de notre parc à date. Et on va continuer. Parce que quand on va vivre l'expérience JO pendant quelques jours ou quelques semaines, ça se prévoit à l'avance. Et donc, toutes ces annonces Airbnb, le nombre de personnes autour de moi qui me disent « Ah, moi, je me barre pendant les JO, le sport, je m'en fous. Et surtout, je veux gagner vraiment beaucoup d'argent pour les JO. » Et le problème, c'est qu'à entendre toutes ces personnes-là et voir toutes ces mains levées, on se dit qu'il va y avoir un petit problème de suroffre en dernière minute. Donc, si je peux me permettre, en tant qu'hôtelier, louer plutôt rapidement, en tout cas dans les prochains mois, une bonne partie de votre allotement, parce que honnêtement, en dernière minute, c'est très probable qu'il y ait une suroffre et qu'il y ait un petit problème de prix moyen. Ok, bah du coup, la suite, c'est en juillet. Je te laisse la parole. En juillet 2024, tu penses que vous serez où ?
en termes de remplissage, en termes d'efficacité, en termes de... Tu parlais de RevPAR, enfin voilà, c'est quoi les prévisions sur lesquelles vous tablez aujourd'hui ? Les prévisions sur lesquelles on table, c'est qu'il y a plusieurs sujets. Il n'y a pas que le prix moyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, Edgar Suite, notre différenciation majeure dans la nouvelle génération d'appart-hôtels qu'on a créée, c'est la note moyenne qu'on va avoir sur les agences de voyage en ligne. Booking, Airbnb, Expedia, Google, etc. On a 9,2 sur 10 de moyenne, par exemple, sur Booking, là où les hôteliers parisiens sont plutôt autour de 7,5. Et ce pilier qui est la satisfaction des voyageurs, on ne veut pas l'abîmer pendant les JO. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose, en fait, d'avoir des prix qui soient démesurés en dernière minute ou juste avant et qui soient sur ces agences de voyage en ligne. Donc nous, on a fait un choix, c'est plutôt de travailler en tant qu'hôtelier à une organisation qui soit plus simple en termes d'hébergement pour les agents spécialisés, pour les sponsors, pour les fédérations. Donc pour répondre à ta question, en juillet 2024, on espère être plein. Et être plein bien à l'avance. Et pas prendre ce risque d'attendre avril, mai ou juin pour avoir des réservations de dernière minute qui vont probablement pas tomber au même prix qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu dans un momentum depuis 6 mois où c'est la folie, c'est l'effervescence. On valide les budgets dans les fédérations, dans les comités. Et c'est le bon moment pour louer une grosse partie de notre allotement. Stéphanie, je te pose la même question. Nous, à fin juillet, on sera à fond. Je peux vous le dire, je sais qu'on sera full. Nos hôtels seront full, c'est sûr. On devra absolument anticiper. Ça, c'est des choses qu'on a retenues d'interviews de GM qu'on est allé faire à Londres et même au Qatar parce qu'on a opéré la Coupe du Monde de foot là dernièrement. On sait qu'on sera dans le jus, on sait qu'on aura des demandes et qu'il faudra être hyper inventif pour pouvoir répondre à ces demandes. On aura sûrement des athlètes qui arriveront avec leur famille et qui voudront fêter leur médaille. Donc là aussi, il va falloir être hyper créatif de notre part. Je pense que ce que nous, on doit travailler dès maintenant, c'est toute la partie expérience collaborateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit... Pour qu'un client soit bien reçu chez nous, il faut que le collaborateur soit aussi bien dans ses baskets. Et donc, c'est montrer quelle est l'importance pour délivrer une bonne expérience au client. Il faut d'abord délivrer une bonne expérience aux collaborateurs. Et c'est tout ce qu'on doit mettre en amont en termes de formation, en termes de leur donner des billes en amont pour être sûr qu'ils soient prêts le jour J. Donc ça, c'est vraiment des éléments que nous travaillons aujourd'hui pour être prêts. Je peux vous dire qu'on est hyper enthousiaste au sein du groupe pour pouvoir délivrer les meilleurs jeux pendant 2024. 15 jours avec le parc plein, c'est un truc qui vous arrive de temps en temps ou c'est vraiment un truc un peu exceptionnel Non, en fait, pour être tout à fait honnête, le groupe Accor a déjà été partenaire de nombreux grands événements sportifs comme la Coupe du Monde en 98. Je vous le précisais juste avant, on a aussi opéré la Coupe du Monde du Qatar l'année dernière. Donc en gros, ces gros événements, on sait les gérer, on sait comment ça se passe. On sait toujours que c'est une question d'anticipation. Moi, ça va faire près de 18 mois que je suis sur ce projet. J'arrêtais pas de leur dire, mais vous savez, Paris 2024, c'est pas en 2024, il faut anticiper dès maintenant. Il faut absolument pouvoir travailler sur ces aspects-là. On a des aspects de sécurité, on a des aspects de notoriété aussi. Enfin, je vais vous dire, si l'expérience qu'on délivre dans les hôtels n'est pas bonne à ce moment-là, bah voilà, ça va retomber. On a des enjeux énormes de pouvoir délivrer cette meilleure expérience aux clients. Oui, et si je peux rebondir là-dessus, quand on regardait le RevPAR typiquement à Londres en 2013 et 2014, donc les mois post-JO, il y a eu un effet mais incroyable sur l'augmentation du RevPAR. Parce que Londres a été à la hauteur pendant les JO. Donc si Paris, on arrive à être à la hauteur comme Londres l'a été, et qu'on a des images encore plus spectaculaires comme on a vu, on va y arriver. Et nous, hôteliers, je partage vraiment ton constat sur le fait d'avoir des collaborateurs qui soient heureux, qui soient motivés et qui soient à fond dans le projet. À notre maigre échelle, on va pouvoir accueillir tellement de visiteurs et il va falloir leur donner une bonne image. Voilà, nous, métier de service, on doit animer nos équipes, on doit être hyper positif et à fond dans le projet parce que ça va être un événement magnifique. Si je peux juste rajouter un point, il faut juste se dire que ça sera le premier événement pour nous post-Covid. Le premier gros événement sportif après le Covid. On a tous souffert de cette période qui a été vraiment catastrophique, de se retrouver à zéro dans nos hôtels, faire du on-off comme ça, on ne l'avait jamais fait. Là, je pense que c'est
c'est juste fantastique de pouvoir vivre ce moment-là et se dire que voilà, on va avoir des millions de visiteurs qui vont arriver dans notre chère France pour pouvoir visiter nos différentes spécificités et de voyager derrière en Europe. Donc, sincèrement, c'est une super occasion. Antoine, en conclusion de cette partie-là, du coup, les 3 questions que doivent se poser les hôteliers aujourd'hui, les 3 tips sur lesquels il ne faut pas passer à côté. Oui, et je je vous souhaite vraiment à tous d'avoir 100% de Théo fin juillet et fin août. Hein, vraiment, moi je serais ravi pour vous. Je dirais surtout attention, et on a évoqué les JO de Londres, ce qui est un exemple très concret et très similaire à nous ici à Paris, où à Londres, pendant le mois de juillet, enfin pendant les JO, mes propres créateurs de OTA Insight qui étaient pendant les JO ont vu que des chambres d'hôtel étaient vides, qui étaient bradées à la dernière minute. Beaucoup d'hôtels essayaient de vendre ce qui leur restait parce qu'ils n'avaient pas réussi, parce qu'ils avaient été sans doute un peu trop avec des gros yeux et à vouloir vendre très très cher leur chambre. Et c'est tout ce qu'on veut éviter en fait. C'est vraiment, ça serait la pire des choses qui pourrait se passer. Vouloir avoir de gros yeux aujourd'hui et essayer de vendre le plus cher possible et se rendre compte le jour même que ça ne va pas du tout. Donc, 3 questions, c'est voilà, est-ce que vous avez déjà pensé un petit peu à quel prix vous allez mettre en place? Ok, c'est bien, on voit que le prix moyen augmente sur juillet par rapport à 2021, 2022, 2023, ça peut monter, certains font des prix x3, x4 sur des standards. Pourquoi pas? Maintenant, j'invite quand même nos hôteliers à faire attention, à ne pas demander trop gros et à s'assurer ses réservations. Grégoire l'a très bien dit sur avoir vos groupes sécurisés dès à présent. Il n'est pas trop tôt. Pensez-y maintenant, si vous avez encore beaucoup de chambres de disponibles. Ce n'est pas forcément une bonne chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de chambres qui sont déjà vendues. Et un dernier point qu'on n'a pas évoqué, et c'est un hôtelier qui m'en parlait pas plus tard que hier soir, c'est vrai que j'y pensais pas du tout, mais on a parlé des transports, sur l'acheminement, sur plein de choses qui seraient difficiles. Vous-même en tant qu'hôtelier, pendant les JO, pendant les 15-20 jours, comment vous allez faire pour faire venir votre personnel au quotidien, au sein des hôtels? Comment vous allez faire pour être approvisionné en nourriture, mais aussi tous vos draps, votre linge au quotidien, le linge propre, le linge sale, comment il va être envoyé, ce genre de choses. C'est plein de choses auxquelles on ne pense pas, mais dès aujourd'hui, il faut l'avoir en tête. Et ce ne sera pas le jour J où on se dira, on improvisera au moment venu. C'est des questions comme ça qu'il faut se poser, mais qu'on n'a pas l'habitude malheureusement, mais qui sont toujours d'actualité lorsqu'on a ce type d'événement. Merci beaucoup. On va sortir un peu de l'hôtellerie et voir un peu plus large. Jonathan, je vais commencer avec toi. Si tu pouvais chuchoter à l'oreille d'un des grands responsables de l'organisation des JO, alors j'ai mis quelques noms, hein, évidemment la mairie de Paris, le COJO, Tony Estanguet, le président, la présidente de la région. Ce serait qui et ce serait pour lui dire quoi? Eh bien, par simple esprit de contradiction, je vais en citer un qui n'est pas affiché. Donc moi, j'aimerais bien chuchoter à l'oreille de Thomas Bach, le président du Comité international olympique, pour lui dire, écoutez, Monsieur Bach, on a démontré, puisque on démontre qu'on est en capacité et qu'on va avoir l'expertise prochaine dans l'organisation des Jeux Olympiques. On est la première destination touristique mondiale, touristique aussi bien de loisirs que d'affaires. On va bientôt avoir le Grand Paris Express et ces nouvelles lignes de métro qui devaient être livrées pour les Jeux. Ce sera pour un chouille plus tard. On a les infrastructures nécessaires, les stades et les arénas. L'aréna, notamment celle de Paris-la-Chapelle, qui sera livrée. On a le premier hub aéroportuaire européen. Donc, je lui dirais une chose assez simple. Monsieur Bach, revenez quand vous voulez et n'attendez pas 100 ans. Qui s'y colle? Stéphanie? Allez, j'y vais. À la limite, j'ai envie de tous leur parler, moi. Et pour un message très simple qui est de dire
qu'on le veuille ou non, ça va quand même être une période tendue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le Covid nous a fait quand même pas mal de mal sur la partie staff, recrutement. Et on a besoin de redonner de l'attractivité à ce métier qu'est l'hôtellerie, je pense. Je suppose que comme nous tous, vous avez vu partir des personnes de vos hôtels pour faire autre chose, parce qu'ils se sont formés pendant cette période. Et du coup, là, je pense que c'est le moment de pouvoir se dire, venez chez nous, ça va être un moment génial. Vous vivrez un moment exceptionnel. Donc, redonnons de l'attractivité au métier de l'hôtellerie et de la restauration pour pouvoir recruter, parce que mine de rien, ça va être un enjeu très très fort. On est plusieurs sociétés à vouloir recruter du monde pendant les Jeux, accueillir. Il y a les 45 000 volontaires de Paris 2024, il y en aura d'autres. Donc je m'arrête là, et puis si je peux revenir, je ferai une deuxième demande. Grégoire ? Je parlerai à l'État et à la mairie, évidemment, à la région. Je parlerai un peu à tous ces gens-là, en fait, pour leur dire déjà la sécurité, la sécurité, la sécurité. Faites en sorte que ces jeux soient des jeux où on ne passe pas à travers comme on est passé à travers l'an dernier au Stade de France. C'est le premier point. Le deuxième, c'est les transports. Faisons en sorte d'avoir des transports qui fonctionnent à l'heure. Montrons une image positive. Peut-être les dernières personnes, c'est en fait tous ceux qui font un métier de service, les hôteliers, les garçons de café, bref, n'importe qui va être en contact avec des participants, avec des visiteurs. On va représenter Paris, on va représenter la France. Soyons juste positifs. Mon message, c'est juste un petit sourire, un peu de voilà, une attitude un peu positive en fait pendant ces JO de la part de tous les Parisiens. Ça serait une Faisons grande aide. mentir l'adage des Parisiens qui sont pas sympas, quoi. Oui, s'il vous plaît. Antoine ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Moi-même, je suis passionné d'hôtellerie. Qu'est-ce qui est fait pour effectivement rendre ces métiers encore plus attractifs, encore plus intéressants? On en a tellement de besoin de personnel, de personnes qualifiées à tout niveau. Voilà. Comment est-ce que Paris, c'est première destination au monde, hein, j'apprends ça à personne. Donc qu'on mette ça vraiment particulièrement en avant et qu'on soit fier effectivement de notre ville et de notre pays. Stéphanie, tu voulais un bonus track ? Ouais, un bonus track. Non, je pense que vous le savez tous, et tu as commencé à en parler tout à l'heure. On a quand même des services qui vont être tendus pendant cette période, type blanchisserie, par exemple, juste pour la nommer. Et donc, certains fournisseurs peuvent avoir tendance parfois à vouloir augmenter leur prix de manière très très forte pendant cette période. Et donc, il serait peut-être opportun de pouvoir plafonner certains services et certains tarifs pour que les règles du jeu soient quand même les mêmes pour tout le monde et qu'on reste dans les coûts de ces jeux pour éviter un accroissement trop important. Pour plafonner les coûts, etc. aussi, que se passe-t-il vis-à-vis de ces hébergements locatifs en masse qui sont mis à disposition? Sont-ils réglementés correctement? Ça, ce serait une question assez vaste, je sais, qui est évoquée assez régulièrement, mais il y a encore beaucoup à faire, je pense, là-dessus. Bon, et en conclusion, avant de prendre des questions s'il y en a, du coup, mais je pense que vous avez quand même pas mal répondu à la question, est-ce que ça vaut le coup d'organiser les Jeux? Oui. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Ça vaut le coup, COUP et COUT. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Je pose plutôt une question pour les hôteliers. Donc vous avez dit qu'avec Edgar Suisse, vous avez déjà 50% de votre allotement qui est vendu. Est-ce que c'est plutôt du coup pour des entreprises? Car moi je suis un peu comme vous. Je suis Apartments du Louvre dans le Paris Centre. Pareil, même système. Et Booking Expedia n'est déjà pas encore ouvert après juin 2024. Nous, on tente de pas se mettre. Du coup, c'est un peu notre but de pas s'ouvrir à Booking Expedia pour ces raisons-là. Et donc voilà, c'est plutôt, si je peux me permettre de vous demander, qu'est-ce que vous avez déjà les 50% et quand estimez-vous mettre le reste, et si ça va être que du direct, et si vous avez une idée des tarifs fois combien? Merci pour votre question. On a été contacté par des agences spécialisées, par des fédérations, par des sponsors. Et nous, ce qu'on voulait, c'était augmenter le prix, certes, avoir un prix qui était adapté à la période, mais aussi une durée de séjour. Et
ce qu'on a réussi à faire, c'est de louer en moyenne 30 nuitées, les 50% de notre parc. Et ça, on veut le continuer parce que même si ça marche très bien pendant les 16 ou 17 jours des JO, le juste avant et la période juste après, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc plus votre durée de séjour, plus vous arrivez à avoir des personnes qui restent longtemps, meilleure va être votre conversion et votre marge et votre profit par rapport au JO. Donc l'augmentation des prix, certes, mais pas que. Le prépaiement, par exemple, fait partie des solutions. Par exemple, nous, on a un prépaiement, on a déjà obtenu 25%, il y a 25% qui vont suivre. Donc tous ces éléments-là, je parlais avec un hôtelier il y a quelques semaines qui me disait, par exemple, qu'il avait loué 100% pour une entreprise pendant les JO. Et donc, du coup, il va fermer pendant 6 semaines, pendant la période un peu calme l'hiver prochain, pour pouvoir rénover son hôtel et le mettre au goût du jour. Donc, j'incite quand même les hôteliers à aller sur ces modèles-là et pas que ouvrir en dernière minute à des prix très élevés parce qu'on n'est pas sûr que ça va partir. Et après, juste ça, c'est une partie plutôt marketing et visibilité. Avoir un site propre, avoir un référencement adapté et surtout avoir donné envie à travers des annonces, des textes, et surtout une bonne moyenne des bons commentaires, ça vous permettra de faire monter les prix de manière plus intéressante. Après, vous dire s'il faut faire x2, x3 ou x10, ça pour le coup, OTA Insight vous répondra probablement mieux que moi. On aura la donnée là-dessus, effectivement, très complète, plein de choses. À l'approche, effectivement, pour l'instant, comme vous l'avez dit, il y a encore quasiment rien de possible, rien n'est ouvert sur les OTA, sur les sites internet. On est encore très en amont pour de la réservation individuelle. On sera plutôt autour de juin, je dirais, juin-juillet, sur les ouvertures telles quelles. Et c'est là où on verra vraiment chacun où on va se placer. Et ça dépendra bien sûr de tout ce qui a été déjà vendu, pas vendu, ce qui va être annulé dans les différents groupes, etc. Et chacun, en fonction de son propre taux d'occupation, bien sûr, se mettra en place son premier tarif en fonction de son rack, de ses différents groupes, etc. Et se dira, maintenant, je veux me positionner à tel prix sur mes chambres. Moi, ce que j'envisagerais surtout, c'est votre politique du non annulable, non remboursable, du package le plus possible. Essayez de vendre tous les plus qui peuvent être disponibles dans votre hôtel. Pourquoi pas viser du 105% d'occupation avec du day use, avec je ne sais quoi à côté qui peut être intéressant pendant ces semaines-là, parce qu'on sait qu'il y aura énormément de monde et énormément de demandes, donc on peut espérer viser ce type de TO pendant cette période. Oui, qu'est-ce que... Je peux me permettre de reposer une question. Par rapport à la politique d'annulation, nous, on a vu qu'avec Covid, on a dû bien s'assouplir énormément. Donc, on est parti de 50% 14 jours avant à 3 jours avant. Est-ce qu'on repart sur pré-Covid, quelque chose qui va nous... Enfin, on n'est pas sûr. Est-ce qu'on part sur du non remboursable direct, une politique plus souple, mais du coup, on peut se permettre de bien monter les prix. Enfin, on est un peu en mode stratégie, là. C'est la stratégie, effectivement, et ce sont les questions qu'il faut se poser. En fonction de votre hôtel, de votre nombre de chambres qui vous reste à vendre à chaque fois aussi, où est-ce que vous êtes situé, si vous êtes proche d'une infrastructure, si vous êtes en dehors de Paris, en région parisienne, ou après même par rapport à toutes les villes en France à chaque fois. Chacun va avoir un petit peu son cas concret. Je ne peux pas dire aujourd'hui tout le monde doit vendre à plus 1,3% par rapport à ce qu'il faisait au mois précédent. On va rentrer dans de la donnée sur une quinzaine de concurrents pour vous autour de votre hôtel, de votre établissement, de votre hébergement, voir où est-ce que vous vous situez et comment est-ce que ça peut être le plus logique de se positionner par rapport à ces stratégies. Et après, je terminerai là-dessus, sur toutes les stratégies possibles sur les OTA, sur ouvrir un tarif mobile, ouvrir un tarif Genius, ouvrir un tarif plus cher ou moins cher à l'étranger. Voilà, aller chercher de la clientèle avec un plus gros portefeuille dans d'autres pays, essayer de voir si ce sont eux qui cherchent à venir actuellement ou pas. Et au fur et à mesure, en juillet, août, septembre de cette année, ok, on a de la clientèle qui arrive de tous ces différents pays-là, qui a un portefeuille plus important. Ça arrive très régulièrement qu'on voit plus 10% booking États-Unis, plus 15% Expedia Angleterre. On veut faire un tarif plus cher à l'étranger pour essayer d'augmenter son prix moyen par rapport à notre clientèle française, qui ne sera pas forcément là d'ailleurs à chaque fois. Bon, je suis désolé, mais on est arrivé au bout du timing et il y a la conférence d'après qui trépigne d'impatience de rentrer. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez raconté. Merci beaucoup à tous d'être venus. Bon salon, profitez bien des autres confs, profitez bien des stands et à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Merci.